Si vous avez besoin de médicaments ce week-end, alors soyez prévoyants puisque de très nombreuses pharmacies vont baisser les rideaux pour protester contre la réduction progressive des remises commerciales accordées par les labos sur ces médicaments génériques. Une mesure d'économie voulue par le gouvernement pour réduire la facture en matière de dépenses de santé. Avec nous pour en parler ce soir en studio, notre invitée de 20h10, Béatrice Clairaz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du syndicat des pharmaciens des Hauts-de-Seine et puis à vos côtés, évidemment, nos chroniqueurs de la deuxième heure, Ophélie Roch, enseignante, bonsoir. Bonsoir. Et Gilles Boutin, journaliste au Figaro Économie. Bonsoir Rudy. Alors, Béatrice Clairaz, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette réforme et ces économies qui vous sont demandées ? Alors, ce que le gouvernement veut faire, c'est, comme vous l'avez dit, diminuer nos remises sur les médicaments génériques. Aujourd'hui, lorsqu'on achète un médicament générique au laboratoire, on a 40% de remise. Ce qui fait que, économiquement, ça tient. Demain, si le gouvernement maintient la mesure qu'il souhaite faire, c'est-à-dire diminuer cette remise à 30%, puis ensuite à 20% en 2027, eh bien, un certain nombre d'officines vont mettre la clé sous la porte et celles qui ne mettront pas la clé sous la porte vont licencier du personnel. Je vous rappelle que la pharmacie d'officine en France, c'est 146 000 personnes. Que nous payons nos charges en France, que nous ne délocalisons pas. Et donc, le risque, c'est qu'il y ait des licenciements et puis qu'on ne puisse plus assurer nos amplitudes horaires comme on le fait aujourd'hui. Donc, indirectement ou directement, comme on veut, il va y avoir un impact négatif sur le parcours de soins et sur la santé des gens. Dans quelle mesure ces revenus qui proviennent donc de ces médicaments génériques et donc de cette ristourne sont importants dans l'économie d'une pharmacie, pour bien le comprendre ? Le modèle économique de la pharmacie aujourd'hui tient beaucoup grâce aux remises génériques parce qu'il faut comprendre que depuis quelques années, il y a une sortie de la réserve hospitalière des nouveaux médicaments qui sont des médicaments chers. Sur ces médicaments chers, les pharmacies ne gagnent pratiquement rien, c'est plafonné. Donc, on se récupère à la fois sur le conseil, la parapharmacie et les remises que nous accordent les laboratoires génériqueurs. Alors, selon les syndicats, Ophélie, vous aviez une remarque. Question vraiment de néophyte, mais quand vous parlez de remise, en fait, c'est quoi ? C'est l'État qui impose à ces sociétés pharmaceutiques de vous vendre les médicaments à prix un peu moindre, ou c'est comment ? Enfin, parce que quand on parle de remise, c'est vrai que je me pose la question, et je pense que beaucoup d'auditeurs aussi. En quoi ça consiste exactement, en fait ? Alors oui, c'est vrai que la question est importante parce que notre modèle économique est un peu paradoxal puisque nous sommes des entreprises privées, mais finalement notre marge dépend du prix des médicaments, pour la plupart. Et effectivement, le gouvernement impose un plafond de remise que l'industrie pharmaceutique peut nous accorder en fonction de différents critères. Et en fait, aujourd'hui, si vous voulez, comme le gouvernement veut en plus baisser le prix des médicaments, que l'industrie pharmaceutique ne veut pas être la seule à absorber cette baisse de prix, on vient faire les poches des pharmaciens d'officine. Mais Gilles Boutin. Il semble invraisemblable que votre modèle économique repose sur ce système de remise. Est-ce que ça a toujours été comme ça, ou alors ou êtes-vous en mesure de dater à peu près une période où les choses ont changé ? Non, ça a été comme ça depuis. Ça n'a pas toujours été comme ça. D'abord parce que les génériques, ça n'a pas existé. Ça existe depuis un certain nombre d'années, peut-être 20 ans, mais avant il n'y avait pas les génériques. En revanche, c'est vrai que la question qu'il faut se poser aussi aujourd'hui, c'est qu'il faut réfléchir sur le modèle économique des officines, et c'est ce que nous demandons aujourd'hui. En fait, parce que ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas vivre de notre métier, de tout ce que l'on fait aujourd'hui, et que notre modèle économique tienne beaucoup sur ces remises de génériques. Qu'est-ce qui a changé depuis une vingtaine d'années dans le monde de la pharmacie ? Est-ce que ce sont les charges ? Qu'est-ce qui rend le quotidien des pharmaciens plus compliqué ? Oui, alors les charges de personnel, on est comme tout le monde. On a du personnel. D'abord, pendant la période Covid, je vous rappelle qu'on a jamais failli, on a toujours été présent du premier jour au dernier jour. Il y a eu la période des tests, il a fallu aussi qu'on embauche du personnel pour pouvoir satisfaire à la demande et à l'exigence du gouvernement, qui était bien content de nous trouver à ce moment-là. Donc on a embauché. Quand vous embauchez des gens, vous ne pouvez pas débaucher comme ça. Et puis il y a eu des mesures de déremboursement des tests, beaucoup de choses qui ont impacté négativement l'économie de l'officine, mais la vie augmente, il y a l'inflation, les charges de personnel augmentent, et nous sommes des chefs d'entreprise. C'est aussi ça qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'on est à la fois professionnel de santé,
chef d'entreprise, et comme tout bon chef d'entreprise, eh bien, il y a un équilibre économique à avoir, et le challenge, c'est trouver le juste équilibre entre la santé et l'économie. Ophélie Roch. J'ai vu passer des chiffres, mais ils sont peut-être faux, donc vous allez pouvoir nous dire si c'est vrai ou pas, que un pharmacien, en moyenne, si vous prenez sa semaine, il passe entre 8 à 12 heures par semaine à chercher des solutions aux pénuries des médicaments. C'est-à-dire de dire, je vais appeler telle pharmacie, voir s'ils peuvent pas me mettre en contact avec un labo. C'est tout à fait vrai. On l'a à peu près chiffré, et le problème des ruptures de médicaments, c'est un sujet qui est compliqué, et ça ne risque pas de s'arranger avec les mesures qu'ils nous proposent. Mais vous voyez, ça fait partie de tout ce qu'on fait au quotidien, qui est invisible, qui n'est pas valorisé, et on oublie souvent le rôle social des pharmaciens d'officine, des pharmacies en zone rurale, mais pas que. Vous avez des endroits dans Paris, dans le 93, où quand tous les commerces sont fermés, il ne reste plus que la pharmacie, et que parfois la pharmacie, c'est aussi la première porte d'entrée dans le parcours de santé des patients. Alors, selon les syndicats, cette baisse des marges pourrait provoquer la fermeture d'une officine sur 3 en France. Oui. Est-ce que ces chiffres sont réels? Alors, on a souvent alerté sur les fermetures d'officines, et ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est que ces fermetures risquent de s'accélérer, et que, alors qu'on avait un maillage officinal territorial qui était exemplaire, et qu'il n'y avait pas de désert pharmaceutique, eh bien, on se demande si aujourd'hui le gouvernement n'est pas en train d'organiser les déserts pharmaceutiques. Alors, le gouvernement qui cherche désespérément à faire des économies demande évidemment des efforts à tous les Français, à tous les secteurs. Cette réforme, elle s'inscrit dans un plan du gouvernement qui vise 1,7 milliard d'euros d'économies sur les dépenses de santé pour l'année qui vient, dont 500 millions ciblent spécialement les médicaments. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des efforts à faire dans ce secteur du médicament ? Alors, en fait, ce qui est ennuyeux, si vous voulez, c'est que la santé et le médicament en particulier, c'est toujours la variable d'ajustement. Ça fait des années qu'on dérembourse les médicaments, qu'on diminue les prix, et le trou de la sécurité sociale, il est encore abyssal. Donc, on voit bien que c'est une mesure qui ne fonctionne pas. Après, on nous dit, c'est peut-être pas le sujet, mais on va parler des franchises sur les boîtes de médicaments. Mais enfin, les gens, il y a bien des prescripteurs derrière. Ou alors, ça veut dire que les prescriptions, elles ne servent à rien si on pense qu'on consomme trop de médicaments. Donc, vous voyez, il faut revoir tout le système dans son ensemble. Sauf que là, on est dans une situation d'urgence. Oui, mais on fait des mesurettes qui ne fonctionnent pas, puisque ça a déjà été fait il y a quelques années, qu'on en est toujours au même point, et à chaque fois, on rediminue les remboursements, on dérembourse les médicaments, et que ça ne fonctionne pas. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, on ne demande pas pour l'instant une revalorisation de nos actes, on veut juste garder ce qu'on a. L'industrie pharmaceutique a qu'à absorber la baisse de prix des médicaments. Il ne faut pas faire les poches des pharmaciens. Et Gilles Boutin. Donc, le nombre de pharmacies qui pourraient fermer s'élève à 6 000, une sur 3. C'est ça. Bien lu. J'imagine que vous en avez parlé avec le ministère de la Santé. Que vous répondent vos interlocuteurs lorsque vous leur faites part de ce risque de fermeture massive de pharmacies partout sur le territoire? Alors, ils l'entendent. Maintenant, est-ce que ça monte au niveau droit ou au niveau gauche du cerveau? Je ne sais pas, parce que de toutes les façons, quand on leur explique qu'il y a un certain nombre d'officines qui vont fermer, on se demande si leur volonté, ce n'est pas justement de diminuer le nombre d'officines sur le territoire. Et donc, on voit bien que la santé, c'est pas tout à fait leur priorité aujourd'hui. Ce qui serait quelque chose d'assez pervers, en fait, de dire que les gens ne peuvent pas acheter des médicaments parce que la pharmacie n'est plus là. Donc, du coup, il y en a moins. Donc, pour les assurances maladie, il y a moins remboursé. Enfin, si c'est le cas, c'est vraiment grave, je trouve, parce qu'on prend... on fait le choix conscient de détricoter un maillage qui était en effet assez efficace. Bon, c'est vrai que où qu'on aille dans n'importe quel presque village, même parfois on trouve encore ça, même parfois quand le boulanger n'est pas là. Mais moi, je suis surtout surprise depuis le Covid, en fait, c'est de voir à quel point votre travail a changé aussi, parce que j'ai le sentiment que de simples, pour pousseurs de boîte. Voilà. Allez-y, dites-le. De simples vendeurs, j'allais dire. Je ne me serais pas permise quand même. Mais de simples vendeurs, en tout cas pour le grand public, qui ne voyait pas forcément tout ce que vous faisiez à côté. Mais bon, il y avait quand même... Là, on a l'impression que vous pouvez faire les vaccins, que vous pouvez faire les tests, que vous pouvez... de plus en plus, on vous encourage à aller voir les pharmaciens pour des petites bricoles. Enfin, on a vraiment le sentiment que vous êtes à la fois une sorte de... courroie de transmission, une soupape de sécurité, et c'est vrai que je trouve que c'est très très étonnant de voir à quel point finalement l'État en plus vous remet une difficulté supplémentaire dans les pattes, alors même qu'il ne cesse de vous en demander davantage et davantage. Mais on est bien d'accord, si vous voulez, ils
il faudrait, c'est ce qu'on dit, on ne fait pas du corporatisme. Il faut revoir le système de santé dans son ensemble et que ce soit l'hôpital, la ville. Aujourd'hui, il y a des nouvelles compétences. Donc, il faut tenir compte de ces nouvelles compétences, comme vous l'avez dit, les remettre dans le parcours de santé. Et au contraire, tout le monde n'arrête pas de se plaindre qu'il y a un engorgement des urgences. Utilisons les compétences des pharmaciens pour désengorger les urgences, pour faire du filtre. Et ensuite, on est capable d'orienter les patients quand c'est nécessaire. On le fait déjà quand on est de garde le dimanche. Et quand vous voyez parfois des gens qui passent 4, 5, 6 heures aux urgences et qui reviennent avec des choses qu'on aurait pu nous prendre en charge, c'est à tout ça qu'il faut réfléchir, c'est dans la globalité. Et je pense que ce travail, il aurait dû être fait depuis, cette réflexion depuis très longtemps. Il y a eu le Covid, on a montré qu'on était capable, qu'on était agile de réagir tout de suite, de prendre en charge les patients, de le faire correctement. Utilisons nos compétences plutôt que de les sabrer. Béatrice Clairaz, cela fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'il y a une grogne dans le secteur de la pharmacie avec d'autres enjeux que le plan dont nous parlons ce soir, des problèmes de recrutement notamment, des problèmes de stock, la hausse des charges. Comment se faire entendre alors que à la rentrée, on va dire que à peu près toute la France va se faire entendre? Eh bien, si vous voulez, c'est pour ça que mon syndicat, l'USPO, a choisi de ne pas profiter de la période estivale pour calmer le jeu. C'était important pour nous de rester mobilisés, de mettre la pression sur le gouvernement et pour dire on est là, on ne baisse pas les bras. Certes, c'est l'été, les gens sont en vacances, nous aussi on est en vacances, mais on maintient quand même notre pression. Et je pense que c'est pour ça que cette action du 16 août est importante, qu'elle est majoritairement suivie et qu'elle sera ensuite suivie en septembre d'autres actions plus fortes et plus concrètes. Et donc on le rappelle, 90% des officines seront fermées selon vous oui, ce samedi. Ce sont les chiffres qu'on a au niveau national, c'est très suivi. Gilles Boutin, vous avez une question. Oui, je crois que vous voulez prolonger ensuite le mouvement en faisant la grève des gardes aussi à compter de fin septembre. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller et surtout quels sont vos objectifs? Est-ce que vous voulez un compromis avec le gouvernement ou un renoncement total à son projet de réduire ses marges? Alors, il y a plusieurs questions. Donc, concernant les actions, effectivement, on souhaite. Alors, c'est pas faire la grève des gardes. On est déjà en grève des gardes illimitée depuis début juillet. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on est aussi en charge de l'organisation des gardes sur le territoire. Donc, on va abandonner cette action-là si on n'est pas entendu. On va arrêter, on n'en parle pas beaucoup, mais je voudrais quand même parler de cette action-là aussi. Vous savez, dans les EHPAD, il y a un bon nombre d'EHPAD, à peu près 28% sur le territoire, qui n'ont pas de pharmacie. Ce sont donc des pharmaciens qui préparent les piluliers pour les personnes âgées. Et ces pharmaciens-là ne sont pas rémunérés, ils se rémunèrent sur les génériques. Eh bien, là aussi, on va arrêter. Donc, les personnes âgées dans les EHPAD n'auront plus de piluliers. On fournira les boîtes et ils vont se débrouiller. Ça fait partie des actions. Les autres actions, le 18 septembre, nous appelons à une grève générale nationale et à aller manifester pour se faire entendre. Et l'objectif, c'est qu'il n'y a pas de négociation possible. On veut garder nos 40%. Il y va de notre survie. Ophélie Roch. C'est pas une question, c'est plutôt une remarque, mais c'est vrai qu'en vous écoutant, on se rend compte à quel point finalement la situation, pour que 90% des officines acceptent de faire grève, c'est que, en tout cas, journée de fermeture, c'est qu'il y a un vrai souci, mais c'est de voir que peu importe le secteur dans lequel vous travaillez, on a l'impression qu'il y a une vraie jacquerie sociale qui est en train de se mettre en place pour en septembre. Et c'est vrai que peut-être, en effet, que finalement, c'est cette convergence, entre guillemets, des différents intérêts qui va faire que le gouvernement va devoir céder sur certains points. Parce que je pense qu'il ne pourra pas... il n'y aura pas suffisamment d'eau pour éteindre les flammes là. Et j'ajouterais que concernant les pharmaciens, ce qui est surprenant, c'est que dans la pensée collective, dans les clichés même, le pharmacien est souvent vu comme le nanti du quartier, de la ville ou du village. Mais quelle est la réalité? Il y en a qui s'en sortent bien quand même, j'imagine. Mais comment est-ce que vous avez des données sur les difficultés? Est-ce que c'est territorial? Est-ce que ça se retrouve également en ville? Non, c'est général, parce qu'il ne faut pas croire, si je prends Paris intramuros, j'ai des exemples très concrets de pharmaciens qui mettent la clé sous la porte, qui n'y arrivent plus, parfois avec des drames. On a eu cette année un pharmacien qui s'est suicidé. Donc ça existe aussi dans notre profession. Et effectivement, l'image du pharmacien nantis, c'est l'image d'Épinal, c'est fini. La réalité, elle est tout autre. Et quand on dit qu'il y a des pharmacies qui ferment tous les jours, c'est pas par plaisir. C'est parce qu'à un moment donné, les gens, ils ne peuvent plus. Vous avez aussi des officines qui ne sont pas vendables. Il n'y a pas de repreneurs.
On a en tête cette pharmacienne qui a vendu sa pharmacie, qui a mis en vente sa pharmacie pour 1 euro. Les métiers de la pharmacie n'attirent plus ? C'est compliqué aujourd'hui d'attirer. Alors, on a eu une période post-Covid où on était vraiment en grande difficulté par rapport à l'attractivité de la profession. Et là, on est en train, si vous voulez, de réexpliquer parce que notre métier, il n'est pas connu. En fait, il est méconnu. Mais c'est un métier où on peut faire plein de choses et où on fait beaucoup de choses pour les patients. Et donc de plus en plus de choses, hein, si on vous entend. Mais c'est un métier génial, en fait. On fait vraiment beaucoup de choses. Et puis, il y a le côté, c'est ce que je vous disais, le challenge, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre je suis un professionnel de santé, mais en même temps, je suis un chef d'entreprise. Et je vous rappelle encore une fois ce chiffre parce que les gens ne le connaissent pas, c'est 146 000 employés en pharmacie d'officine. C'est important, c'est pas neutre. Et donc une grande majorité baissera le rideau samedi donc en signe de protestation. Merci Béatrice Clairat. Je rappelle que vous êtes donc pharmacienne évidemment et porte-parole de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Merci d'avoir été avec nous.